Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder l'utilisation de deux outils, PennyLane et Power BI. Tu vas voir, l'objectif de la vidéo, c'est de créer un tableau de bord directement connecté sur ce logiciel comptable pour exploiter les écritures comptables. Si tu ne me connais pas, je suis Alexandre Stevens, formateur et développeur sur Power BI. J'ai une newsletter où on partage pas mal d'astuces sur formation.powerbi.fr. C'est parti! Mais alors pourquoi utiliser PennyLane et Power BI? PennyLane est un logiciel de comptabilité automatisé pensé pour améliorer l'expérience entrepreneur expert comptable. Si tu veux en savoir plus sur le logiciel, je te conseille d'aller directement sur leur site internet et tu auras du coup pas mal d'infos. Après, si tu veux avoir un peu plus de détails, tu peux aussi aller sur YouTube et tu peux aller notamment sur la chaîne Les Geeks des Chiffres où Nicolas présente très bien cet outil. Je te mets la vidéo en description. Quant à Power BI, si tu es déjà abonné sur la chaîne, tu sais très bien à quoi il sert. Mais pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Power BI, c'est un logiciel de data visualisation. Comme son nom l'indique, data vis, on a visualisation de données et notamment la création de reporting financier. Terminé pour la théorie, c'est parti pour la pratique. Allez, donc c'est parti. Donc je suis enfin connecté sur mon compte PennyLane. Et donc on a deux options aujourd'hui pour exporter ou du moins importer les données dans Power BI. On a la première option qui est tout simplement d'exporter les écritures comptables, notamment le FEC. On peut se rendre ici donc dans la calculatrice. On clique sur Export. Et ici, on a l'option d'exporter le FEC ou d'exporter des écritures. Alors ça va être un fichier en fait qui sera TXT ou CSV et qu'on va pouvoir du coup importer directement dans Power BI. Alors c'est très utile pour faire par exemple une analyse très rapide sans forcément commencer à paramétrer une connexion sur les bases de données. En revanche, quand vous voulez donc créer un tableau de bord qui va durer dans le temps, par exemple pour un client avec des mises à jour régulières, dans ce cas peut-être privilégier la connexion sur les bases de données directes. C'est notamment l'avantage de PennyLane. La deuxième option, on va tout simplement se rendre ici dans les paramètres. On va donc arriver sur ce niveau ici et on va pouvoir cliquer sur connectivité. Et enfin, on a ici partage de données. Et effectivement, donc il nous dit donc d'intégrer les données dans PennyLane dans des outils tiers. On va pouvoir retrouver donc Power BI, Metabase, Looker, Toucan, Touco et Tableau, qui sont aussi d'autres logiciels de data visualisation que vous pouvez aussi tester. Et donc ici, on a toute une petite procédure qui nous dit, bah voilà, la table PennyLane Companies, par exemple, c'est pour donc recenser toutes les entreprises. On a le grand livre et on a par exemple aussi les factures clients, les factures fournisseurs, etc. On verra ça plus en détail du coup quand on va se connecter et commencer à les lire dans Power BI. Et donc si on va tout en bas, on a effectivement nos informations de connexion, le serveur, le port, la base de données, le nom d'utilisateur et un mot de passe à générer. Il suffit donc de tout simplement de cliquer sur générer un nouveau mot de passe. Et là, on va avoir donc un mot de passe assez robuste qui est du coup très très bien en tout cas pour avoir une sécurité maximale. Une fois qu'on a nos informations de connexion, il va falloir du coup rentrer tout ça dans Power BI. Alors c'est parti, me voilà donc dans Power BI. Pour ceux qui n'auraient pas installé Power BI, je vous mets en description de cette vidéo un lien qui vous permettra donc de télécharger et installer Power BI. Sachez que donc c'est un logiciel qui est gratuit et qui va vous permettre très simplement de réaliser tout le tableau de bord qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Une fois qu'on rentre dans Power BI, on va rentrer les informations d'identification. Alors ici, on va tout simplement aller dans Obtenir les données sur la petite flèche, on va faire plus. Et en fait, il faut savoir que PennyLane, bien derrière ça, c'est tout simplement des bases de données Amazon Redshift. Et donc, on va tout simplement utiliser le connecteur Amazon Redshift. Alors très simplement, au lieu que je cherche ici, je vais tout simplement taper Amazon dans la barre de recherche et ça sera beaucoup plus simple. Donc on va sélectionner ça, on fait se connecter et donc il va nous ouvrir une petite fenêtre en nous disant bah voilà, il va falloir placer les informations d'identification, notamment le serveur et la database. Alors c'est parti, je vais aller chercher mes informations. Ici, on a les options avancées qui permettent par exemple de faire des requêtes SQL directement sur la base de données. Pour le coup, ici, c'est pas forcément nécessaire. Donc hop, cela n'est pas intéressant. Donc hop, je fais OK et c'est parti. Donc là, tout simplement, il me dit de se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on a vu précédemment. Alors moi, je vais tout simplement les récupérer. Clac. Voilà, et donc là, on arrive sur pas mal de dossiers. Alors, n'ayez pas peur, il faut tout simplement se rendre ici dans le dossier PennyLane. Et vous allez voir, on a toutes nos tables qui sont ici.
Alors on a effectivement donc toutes les tables hein, de la documentation qui avait été citée. On en a une seule qui est obsolète et qui n'est pas nécessaire, c'est la General Ledger with Tags. Celle-ci est obsolète hein, selon la documentation Penny Lane, donc pas besoin de la charger. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer donc sur toutes les tables, sauf celle qui est obsolète, et on va donc charger les données. Alors ici, deux options s'offrent à vous. Soit vous chargez les données directement, c'est-à-dire sans retraitement, ou alors vous faites transformer les données, et dans ce cas, ça va vous ouvrir le moteur Power Query, que vous connaissez, hein, encore une fois, si vous êtes abonné à la chaîne ou si vous connaissez déjà Power BI, mais ça va nous permettre donc de faire un retraitement et ce moteur de données en fait est aussi présent dans Excel. Donc voilà, donc nous on va ici faire transformer les données, ce que vous allez voir, on va regarder un peu les données ensemble et voir ce qu'on peut faire. Alors ici, il va nous ouvrir donc le paramètre de connexion à choisir. Alors très simplement, on a deux modes, importer ou direct query. Importer, très simplement, il va faire une copie des bases de données dans votre fichier Power BI. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Ici, si on part sur une connexion directe, on peut utiliser Direct Query. Alors Direct Query, tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune importation. En fait, Power BI est directement connecté sur les bases. Donc nous, on va choisir ici Direct Query. Comme ça, au moins, on ne va pas s'amuser à actualiser à chaque fois. Alors attention, Direct Query, l'utilisation peut amener des inconvénients, notamment dans la transformation des données. Toutes les manipulations ne sont pas possibles en Direct Query. Donc tout va dépendre aussi de votre notion. Voilà, donc maintenant que toutes nos informations sont chargées du coup dans les tables, on va parcourir rapidement les tables. Alors vous avez la Trial Balance qui vous permet tout simplement de recenser hein, tous les comptes pour faire le bilan. Ensuite vous avez Supplier Invoice avec du coup toutes les factures fournisseurs, le General Ledger, tout le compte de résultats, les factures clients, toutes les compagnies et l'Analytical Ledger qui est propre du coup à Penny Lane, qui en fait reprend le compte de résultats, mais avec des axes analytiques qu'on va du coup utiliser tout à l'heure, avec tag group et tag label, en fait, qui sont tout simplement liés à l'application. Vous avez vu qu'ici, il y avait des petits trous dans les mappings, donc du coup, d'où l'intérêt de bien travailler en amont votre application Penny Lane, de bien la paramétrer, puisque du coup, tout ce qui va être paramétré à la source, forcément, va retomber dans les bases de données, et forcément, quand ça tombe dans la BI, après, c'est beaucoup plus simple pour analyser du coup les données. Donc très simplement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on n'a pas forcément de cleaning à faire. On va tout simplement faire fermer et appliquer. Et en fait, on va venir du coup charger ces tables de données dans Power BI. Voilà, les données sont donc chargées. On les voit ici donc sur notre droite et on a donc du coup toutes nos petites colonnes qui sont ici avec des fois des signes, des fois pas de signes. En fait, tout simplement, quand il y a un signe somme, ça veut dire que c'est une colonne que l'on peut sommer. Très simplement, maintenant, eh bien, on va débuter notre dashboard. C'est surtout le truc qui est le plus demandé. Alors, j'allais sauter une étape qui était hyper importante et qui est d'ailleurs hyper importante, c'est surtout la modélisation de données. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, aucun cleaning à faire. Ensuite, dans le process, on a aussi l'enrichissement des données. Alors ici, ça tombe bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà un tag qui est mis en face des comptes, donc c'est parfait, admettons qu'on n'ait pas besoin d'enrichir les données. La modélisation, c'est encore autre chose. En fait, c'est tout simplement ici, dans Power BI, vous avez une vue modèle qui va vous permettre en fait de créer des relations entre les tables. Et c'est justement là l'intérêt de Power BI versus d'autres outils BI, comme par exemple Looker. C'est qu'ici, alors quand je dis Looker, c'est Looker Studio, qui est du coup anciennement Google Data, qui ne permet pas par exemple de faire de la modélisation. Donc ici, vous allez pouvoir modéliser. Alors qu'est-ce que c'est? Modélisation, c'est tout simplement connecter les tables entre elles par une clé de jointure. Et ça va permettre justement de se dire, quand je sélectionne par exemple un nom d'entreprise, cette sélection va du coup impacter ma table Analytical Ledger par exemple. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais cliquer sur une table qui va impacter du coup toutes les autres tables autour. Et c'est ce qu'on appelle du coup le modèle en étoile. C'est ce qu'à chaque fois on veut essayer de reproduire. Ou encore, on a un autre modèle qui s'appelle le modèle en flocon. Bref, je vous passe tous ces détails. Le plus important, c'est que vous ayez dans votre tête tout ce qui va être du coup des tables de dimension, c'est-à-dire ça va être des axes analytiques. Donc, par exemple, l'entreprise, ça va être par exemple un mapping fournisseur, ça va être par exemple plusieurs produits, ça va être des dates par exemple, tout ça c'est des dimensions, c'est ce qui va structurer la société. Et ensuite vous avez des tables de faits, c'est-à-dire que c'est toute l'activité continue qui est compactée dans une table
avec tous les champs qui est associé. Donc tout simplement, par exemple, dans Analytical Ledger, c'est une table de faits, puisqu'en fait, on a toutes les opérations avec le label, les tags, les dates, etc., etc. Par contre, compagnie est une table de dimension, puisqu'on a une seule clé unique, qui est à chaque fois le nom de la compagnie. Voilà, donc j'espère que la différence, en tout cas, a été claire. Pour ceux, en tout cas, qui suivent la chaîne, connaissent ce modèle-là. Donc c'est parti, on va faire la relation, du coup, entre toutes les tables. Alors, notre première relation, c'est très simple, c'est l'ID de la compagnie sur le champ compagnie ID. Donc, il va nous ouvrir une nouvelle fenêtre en nous disant, bah voilà, ce que tu as sélectionné. Donc, tu as bien sélectionné donc, de la première table ID à la deuxième table compagnie ID. La cardinalité, plusieurs à 1, donc c'est ce qui est détecté. Tout simplement, il y a un ID unique dans la table compagnie et forcément, il y a plusieurs ID dans la table Analytical Ledger puisque effectivement, il y a plusieurs opérations sur la même compagnie. Le sens, il peut être unique ou à double sens. Ici, on va préférer un sens unique puisqu'on va bien lui dire c'est compagnie qui va filtrer Analytical Ledger. Voilà, donc on peut le laisser un peu tourner ici. En fait, il va en train de déterminer les cardinalités de la relation. Ici, il est très long parce qu'on a beaucoup de données. Ce qu'on aurait pu faire pour gagner en performance sur les tables, c'est de faire des requêtes SQL directement sur la base de données. Ça, c'est vraiment conseillé. Ça vous évite d'avoir des retraitements dans Power Query. Plus vous agissez en amont de la source, plus forcément vous allez alléger votre modèle. Donc ici, une fois que c'est chargé, tac, vous pouvez faire OK. Et donc là, vous allez voir, il va y avoir une relation entre les tables. C'est parti, moi je vais faire ça donc du coup sur toutes les tables et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, maintenant que toutes les relations sont faites, je vais ranger un petit peu mes tables. Ça fera quand même beaucoup plus propre. Donc je vais tous les aligner ici en bas, donc tous mes tables de faits. Et puis mes tables de dimension, je vais les mettre au-dessus. Alors ici, c'est très bien. On a dit qu'on allait peut-être constituer donc un premier filtre qui est du coup avec le nom de l'entreprise. Mais on a aussi envie de filtrer par exercice comptable. Donc ça, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va devoir du coup mettre une date. Donc pour créer une date, très simplement, on va devoir créer une nouvelle table puisque ça va être aussi une table de dimension. Donc ici, on va faire nouvelle table. Et puis en fait, pour créer un calendrier, eh bien c'est très simple, on va utiliser une formule DAX. Alors le DAX, qu'est-ce que c'est? C'est un langage propre à Power BI. Il est absolument indispensable pour pouvoir manipuler des données dans Power BI. Et ça tombe bien, on a fait une formation là-dessus sur formationpowerbi.fr. Après, t'inquiète pas, tous les liens sont dans la description. Et si jamais tu veux acheter la formation, n'hésite pas, c'est moi qui l'anime, ça dure 3 heures et tu verras que tu seras un crack sur le DAX et tu n'auras pas de soucis pour manipuler les données. Donc là, c'est parti, on va appeler la fonction qui s'appelle Calendar Auto et qui permet tout simplement de borner, de parcourir toutes les tables, de détecter la date la plus récente, de détecter la date la plus ancienne et tout simplement de faire un pont complet entre les deux dates. Moi, je vais l'appeler tout simplement calendrier et je place Calendar Auto. Hop, je fais entrer et tu vas le voir, très simplement, on va avoir du coup notre calendrier qui est en train de se créer. Voilà, je vais pouvoir visualiser les données ici avec la table données et je vais te montrer. Voilà, donc tout simplement, on a visiblement donc à partir du 1er janvier 2019 des dates jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, cette table date, on va l'enrichir un tout petit peu. On va y extraire l'année et le mois à minima. Mais sache que tu peux aussi extraire le jour, que ça soit du coup en nombre ou par exemple lundi, mardi, mercredi, etc. Bref, tu vas pouvoir travailler ton calendrier comme tu le souhaites. Donc ici, tout simplement, je vais appeler donc du coup une nouvelle colonne en appelant l'année. Donc ici, je vais la nommer année et je vais utiliser la fonction hier qui va permettre du coup sur la date de sélectionner et d'extraire l'année. Au moins, ça c'est nickel. Ensuite, j'ai envie d'extraire du coup le mois, mais j'ai envie de l'extraire sous format texte. Donc très simplement, je vais faire nouvelle colonne. Et cette fois, tu vas me dire oui, on utilise months. Eh bien, pas du tout. On va utiliser une autre formule. On va utiliser la fonction format. Donc la fonction format, très simplement, on va y mettre du coup notre date et la mise en forme. On va lui dire donc 3M, donc c'est une codification qui va te permettre de propulser du coup et de annoncer du coup tous les mois qui fonctionnent en texte. Donc on vérifie quand même un tout petit peu que tout soit bon. Donc 02 c'est bien février et le 11 c'est bien novembre. Ok, nickel. Donc, tu vois, ça te permet d'avoir un texte en plus qui est contracté. Et honnêtement, dans la visualisation, bien, c'est bien de contracter pour gagner de l'espace et que ça puisse être aussi plus épuré. Donc maintenant que le calendrier est constitué, on va pouvoir continuer la modélisation. Et donc ici, cette fois, eh bien, il y a une deuxième relation à faire qui est de date à date. Et cette fois, on va sélectionner donc la date du calendrier
Et par exemple, si on se met sur Superior Invoice, admettons qu'on choisisse la date de création, eh bien on va faire une relation dessus. Donc là, très simplement, moi je choisis donc Creation Date et je viens la mettre ici. Je viens faire OK, et là du coup il va créer la relation. Allez, c'est parti, donc je fais la même chose sur toutes les autres tables et on se retrouve tout de suite. Et la dernière, Creation Date sur date. Et puis maintenant qu'on a fini notre modélisation, on va pouvoir créer notre du coup tableau de bord. Sache qu'il est possible aussi, par exemple, si tu veux rentrer un budget, eh bien tu peux le faire. Il suffit tout simplement, eh bien, dans ton budget, eh bien, de le constituer de telle manière à ce que ça soit en base de données. Donc par exemple, un montant, une date, et puis par exemple une clé, qui serait par exemple, je sais pas moi, si tu veux faire un budget charge, par exemple au global, ou par exemple charge de personnel, eh bien tu sais que par exemple c'est tous les comptes qui commencent par 64 par exemple. Donc eh bien, par exemple tu te mets une clé 64 et tu feras matcher du coup avec ton compte de résultat. Tous les comptes qui commencent par 64 matcheront avec du coup la somme que tu auras prévue au budget. Ici on va pas rentrer de budget parce que du coup ça serait une vidéo qui durerait 5 heures, parce que forcément c'est un peu plus long. Mais tout simplement, ici, retiens bien ce modèle-là, parce que maintenant, on va pouvoir créer et passer du coup à la création de notre tableau de bord. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la création du tableau de bord. Bien évidemment, on n'oublie pas d'enregistrer son Power BI. Comme un fichier Excel, on n'est pas à l'abri que ça crache, on n'est pas à l'abri que Windows crache aussi, donc on enregistre. Et puis je vais tout simplement l'appeler template Penny Lane. Et si tu restes à la fin de la vidéo, tu vas savoir du coup comment obtenir cette template, puisque effectivement, je vais te la donner. Une fois que c'est enregistré, on va pouvoir commencer notre création de tableau de bord. Alors là, on va suivre un process assez simple, tu vas le voir, que tu vas pouvoir dupliquer. C'est un genre de framework qui marche très très bien et que je réalise souvent chez mes clients. On va déjà paramétrer l'arrière-plan et tout le thème du Power BI. Donc on va ici dans Afficher, on va cliquer sur la petite flèche et on a ici Personnaliser le thème actif. Et en fait, tout simplement, c'est, on va dire, tous les paramètres design, on va dire, de ton rapport, c'est-à-dire toutes les couleurs, le texte et la police, la taille qui sera appliquée. Donc ici, on va choisir, tout simplement, moi j'ai récupéré la charte graphique de Penny Lane, puisque je la trouve assez jolie, et on va y rentrer du coup les couleurs. Très simplement, si tu n'as pas la possibilité de récupérer la charte graphique de ton client à travers son site web, par exemple, eh bien demande-lui sa charte graphique. Il a sûrement du coup fait appel à un designer ou quelqu'un qui a conçu en tout cas son logo, et du coup tu peux récupérer sa charte graphique. C'est tout simplement, hop, des petites couleurs hexadécimales à remplir. Allez, pour le coup, là, moi, je vais en mettre 4, ça suffit amplement. Les options avancées, souvent, moi, j'y touche jamais. Au niveau du texte, fais attention juste d'aligner toutes les polices avec, du coup, le reste. Donc ici, on a du DIN majoritairement. Donc ici, on a Sugoi, donc je vais passer en DIN. Et ici, je vais passer en DIN également. Les éléments visuels. Alors, on a, du coup, l'arrière-plan. Alors moi, ce que je te conseille ici, c'est qu'en fait, de le désactiver. Donc pour désactiver un arrière-plan, il faut juste mettre la transparence à 100%. La bordure, on la laisse du coup désactiver. On passe au niveau des pages, papier peint, on s'en fout. Arrière-plan de la page, c'est là que ça va être notre point très intéressant. Ici, la transparence, bien sûr, on va la mettre à 0%. Et la couleur, ici, moi, je vais choisir la couleur de fond de Penny Lane sur son site internet, que je trouve très très bien. Donc du coup, je vais choisir la couleur et je vais la mettre ici. Et je vais du coup appliquer ce thème à travers tout mon rapport. Et donc, tac, tu l'as vu, la page a changé, la couleur de page a changé. Et en fait, quand tu vas du coup faire plus, automatiquement, donc quand tu vas créer une nouvelle page, cette couleur va s'appliquer. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien du coup sur la vidéo, parce que c'est vrai que des fois, on peut perdre un peu en qualité. J'espère en tout cas que vous voyez bien le fond, parce que du coup, ça va en tout cas nous aider un peu dans la conception des éléments. Donc c'est parti, maintenant on va donc constituer notre je veux dire, l'UX du design maintenant, de savoir est-ce qu'on fait un dashboard plutôt 16 neuvième ou plutôt 9 16e, c'est-à-dire est-ce qu'on va scroller un peu comme un site web. Ça va dépendre des goûts et des couleurs. Ici, on va plutôt faire une page scroll, que je trouve que ça rajoute un peu de dynamisme, et puis ça nous permet de caler pas mal d'éléments sur la page. Donc on va venir ici, paramètres du canevas, et ici on va bouger les paramètres, on va mettre en personnalisé. Alors la première chose, c'est de se caler sur tous les écrans qui existent quasiment sur le marché maintenant, sont en Full HD, et c'est d'une largeur de 1920 pixels. Ensuite, la hauteur, sachez qu'on peut aller jusqu'à par exemple 2500,
ce qui nous permet d'avoir effectivement ce scrolling de page. Alors attention, ici l'affichage est proposé comme ça. On peut ici le modifier dans mode de page et mettre ajuster à la largeur. Et ce qui nous permet ici tout simplement de scroller sur cette page. Donc là on a déjà quelque chose d'un peu plus dynamique et de plus sympa. On va pouvoir du coup créer notre header bar, ça veut dire la barre du haut, avec une conception assez simple, en 3 éléments. Le logo, le navigateur de page, et puis tout à droite, les différents filtres. Donc c'est parti, on va donc insérer notre logo Penny Lane. Donc moi ici, globalement, je vais disposer les éléments de façon assez rapide. Tu verras que ça ne sera pas forcément très bien cadré, etc. Mais ça, c'est pas grave, parce que ce que je te donnerai, en tout cas, la template que je vais te donner à la fin de la vidéo, elle sera nickel chrome. Ici, je place donc le logo de la société, alors peut-être pas aussi gros, parce que forcément, il ne faut pas forcément mettre trop d'accent là-dessus. Je vais créer mon navigateur de page. Pour créer un navigateur de page, très simplement, tu viens ici, navigateur de page. Clac, donc par défaut, ici, on a forcément une couleur qui est un peu noire. On va premièrement y arrondir les angles. Moi, je te conseille de mettre 10 pixels, par exemple. Et ensuite, dans le style, de bouger le style de remplissage. Donc ici, dans un état sélectionné, on vient bien choisir l'état sélectionné. Je garde le même style de police, bien que je vais quand même le mettre en gras. Mais par contre, ici, la couleur où je vais du coup appuyer sur le bouton, je vais le mettre plutôt en vert. On va peut-être grossir un petit peu la police. On va mettre 11. Et puis voilà, on a notre premier navigateur de page. Et vous allez le voir, en fait, quand je vais rajouter une page, tout simplement, vous allez voir, hop, mon navigateur de page s'est actualisé. Donc ça, c'est magique. C'est très bien qu'ils aient fait cette mise à jour, puisqu'effectivement, avant, c'était pas possible et c'était une vraie galère. Donc, on a page 1, page 2. Jusque-là, ça va. Et ensuite, du coup, on va créer notre filtre. Alors, pour créer un filtre, très simplement, on va cliquer ici sur segment et on va y glisser bien, notre premier filtre qui va être, du coup, tout simplement le nom de l'entreprise. Alors ici, comme c'est un compte de démo, hein, c'est pas un numéro c'est pas un nom d'entreprise, hein, c'est un compte test. Mais en tout cas, vous aurez normalement le nom de votre entreprise ici. On va paramétrer un petit peu ça, on va tout simplement lui enlever les vides. Hop, on va faire ici sélectionner tout sauf les vides, et comme ça, on n'aura que le nom de l'entreprise qui se présente. Pour passer ça en liste déroulante, très simplement, on vient ici dans le visuel, paramètres du segment, liste déroulante. Ici, on va grossir un peu le texte, renforcer un peu la police et enlever l'entête de segment. Pour enlever l'entête de segment, tout simplement, on désactive ici. On vient dans Général, Effet. L'arrière-plan, il est bien à 100%, c'est ce que je voulais vérifier, OK, et qu'on n'avait pas de bordure non plus. On vient ici dans Valeur, on va renforcer la police en gras, et on va mettre ici, finalement, peut-être, du coup, un peu de 13. 13, ça peut être pas mal. Donc là, on dimensionne de telle sorte à ce qu'il soit, du coup, à peu près aligné avec tout et que ça fasse à peu près esthétique. Je vais rapprocher un petit peu le logo. Hop, on va rapprocher un peu les éléments. Et ici, on va bien centrer sur la page. Voilà, nickel. Donc, on a ici donc la sélection hop, de notre société. Et ensuite, on veut peut-être une sélection de l'année d'exercice. Je pense qu'il peut être pertinent. Donc, hop, on va resserrer un peu pour garder quasiment la même marge que le logo Penny Lane. Et donc ici, on va pas mettre le nom de l'entreprise, mais on va mettre l'année. Donc on va utiliser le fameux calendrier qui est synchronisé sur toutes les tables. Et là, on va choisir par exemple une année, l'année 2022. Ok, on a du coup notre première barre du haut, et on va pouvoir passer du coup à la création de nos éléments graphiques et commencer à placer nos KPI. Alors c'est parti, donc on va créer graphiquement tout ça. Donc on va insérer une forme blanche. Donc ici, je viens dans Forme, j'arrondis les coins, toujours à 10 pixels, et dans le style, je viens mettre du blanc. Je fais attention d'enlever la bordure, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se fait plus trop les bordures, il faut faire attention avec ça, si vous avez un doute, vous l'enlevez directement. Je viens dimensionner ma barre de KPI, je viens créer quand même de l'espacement pour ouvrir un peu tout ça et donner de la pureté et donner de la, comment dire, de la... Je trouve plus mes termes, trouver, comment dire, faut que ça respire, voilà, faut que ça respire. Donc, tout simplement, on va aussi rajouter dans cette barre des petites séparations qui vont nous permettre finalement de disposer les petits éléments. On a ici dans Insérer, on va pouvoir insérer une ligne et on va pouvoir y modifier sa couleur. Alors moi, très simplement, je vais choisir la couleur secondaire. La couleur secondaire, en fait, elle va pas se faire au niveau de remplir, elle va ici s'appliquer au niveau du coup de la bordure. Donc on vient ici, clac, et on met la couleur secondaire. Alors attention, ici la couleur secondaire est très flashy sur du blanc.
Donc moi, je propose plutôt de rendre un peu de transparence et au moins ça c'est un peu plus, ouais, un peu plus atténué. Et l'idée ici, c'est très juste de créer un séparateur très discret. Cette barre est horizontale. Moi, il faut que je la mette verticale. Et bien, très simplement, vous avez ici rotation qui vous permet de mettre en verticale la barre. Maintenant, eh bien, on va tout simplement dupliquer cette barre en faisant CTRL-C, CTRL-V. On va bien centrer la barre ici. CTRL-C, CTRL-V. Et je viens disposer les éléments grossièrement. Franchement, pour le coup, il va falloir faire attention après aux espacements, hein. Alors là, mais là, je les place voilà, de façon grossière. N'hésitez pas à faire des cales pour bien disposer vos éléments, comme ceci par exemple, de déterminer votre espacement, on va dire, standard, et puis finalement, vous placez comme ça et vous déplacez les éléments de telle sorte à ce que tout soit aligné. Donc, vous connaissez en tout cas cette méthode, puisqu'on en parle pas mal sur la chaîne. Donc, eh bien, mes éléments ici sont disposés. Ce que je vais faire, c'est que je vais grouper ces éléments. Clic droit, grouper. Comme ça me permet effectivement de placer un seul bloc. Alors maintenant, il va falloir donner un peu d'explication à ce qui va être placé ici. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de placer un titre juste au-dessus. Alors encore une fois ici, ben, vous avez tendance à utiliser la zone de texte. Ce que je déconseille fortement, puisqu'on n'a pas la main dessus pour bien aligner le texte comme on veut. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt d'insérer ici une forme. Et vous allez le voir, on a une fonction de texte. Alors premièrement, j'enlève le remplissage, j'enlève toujours la bordure, mais j'active le texte. Et je viens ici mettre, par exemple, eh bien, synthèse de l'activité. Je viens grossir le texte, par exemple 30. Je viens bien mettre en DIN. Je viens bien le mettre en noir. Et surtout, regardez la possibilité ici, c'est qu'on peut aligner horizontalement, on peut aligner verticalement, et surtout, on peut gérer la marge. Donc on va mettre par exemple ici 15, et ici on va mettre 5 pour créer un léger décalage. Et donc ici, on va venir tout simplement coller notre forme ici, et on va venir l'abaisser. Et voilà. Donc là, on a notre premier header, et puis on va continuer. Alors nous, on va pas en faire beaucoup ici, hein, parce qu'on va juste vous montrer l'intérêt. On va tout simplement ici faire CTRL-C, CTRL-V, et ici, on va remplacer, on va mettre, par exemple, on aura évolution du CA, par exemple, et on va faire CTRL-C, CTRL-V uniquement sur la forme blanche pour dupliquer l'élément. Et ensuite, ici, on aura un graphe avec, par exemple, une courbe, tout simplement, avec l'évolution du chiffre d'affaires mois par mois. Donc, c'est la première étape à faire quand vous développez un dashboard pour vos clients, puisque ça va déjà vous permettre, vous, de disposer les éléments, le client, lui, de réfléchir en disant « Ah bah tiens, ouais, j'aimerais bien tel indicateur à tel endroit, de telle manière, etc. » Clac, vous lui faites une maquette, vous lui envoyez, il vous dit si c'est cool, et puis voilà, après vous développez du coup vos indicateurs. Du coup, on va tout de suite passer du coup sur le calcul des indicateurs, et vous allez le voir, on va utiliser un langage qui est du coup bien particulier dans Power BI, qui s'appelle le DAX. Donc si vous débutez sur Excel, même que vous êtes même extrêmement bon sur Excel, possiblement que vous ne connaissez pas le DAX, donc n'hésitez pas à vous rendre sur formationpowerbi.fr où on a une formation sur le DAX. On va commencer du coup par calculer notre chiffre d'affaires. La première chose à faire, bien évidemment, c'est de regarder quelle colonne on va prendre pour calculer ce fameux chiffre d'affaires. Donc ici, on va tout simplement se rendre dans Power Query pour visualiser les données. Alors on va se servir de la table Analytical Ledger et on va donc utiliser forcément notre colonne débit et crédit. Et puis j'ai vu un truc intéressant, c'est le plan item label. Et ici, on a notamment des tags prestations de services et vente de marchandises. Donc c'est notamment ces deux tags que l'on va utiliser pour calculer notre chiffre d'affaires. Alors ici, plus besoin de Power Query, maintenant qu'on a visualisé nos données. On va donc créer cette mesure. Pour créer cette mesure, très simplement, vous allez ici dans Accueil et vous avez ici Nouvelle mesure. Donc comme dans Excel, ici on va pouvoir rentrer nos petites formules et faire nos calculs. Donc ici, moi je vais utiliser la fonction SumX qui va me permettre bien, de calculer ligne à ligne notre débit moins crédit pour après ensuite le sommer. Donc je viens chercher ici mon tableau, hein. Vous avez donc une petite pop-up qui vous guide dans le paramétrage de la formule. Et donc mon expression, c'est bien débit moins crédit. Je ferme ma parenthèse. Et donc là, il nous fait bien le débit moins le crédit du coup de toutes les lignes. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de placer des filtres. Pour placer un filtre, très simplement,
Donc je vais me mettre à la ligne, je vais insérer un calculate. Et ce calculate, en fait, tout simplement, il va me permettre d'insérer plusieurs filtres. Alors, on va insérer le premier filtre, qui est donc Analytical Ledger, on l'a dit, plan item, label. Et on va lui insérer le mot in pour, en fait, tout simplement lui donner une liste de ce qu'on va mettre. Et la liste, en fait, est la suivante. Vente de marchandises, entre guillemets, et prestation de service. On ferme l'incollade, on ferme la parenthèse. Donc ici, bien évidemment, on renomme notre mesure chiffre d'affaires. On fait entrer, la mesure se calcule, et on va visualiser cette mesure, savoir si on ne s'est pas trompé. Pour faire ça, très simplement, on insère ici une carte et on glisse notre mesure dans le champ carte. Forcément, il y a un petit temps d'exécution puisqu'on est en direct query, et ensuite, on va avoir donc du coup notre fameux chiffre. Donc on a moins 135 000. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est impossible pour un chiffre d'affaires de faire du moins. Tout à fait, évidemment. Puisqu'on a fait débit moins crédit, vous savez du coup que le chiffre d'affaires est placé au crédit. Et donc pour ça, très simplement, soit on fait x-1, soit on utilise une autre petite formule DAX qui s'appelle ABS et qui nous permet finalement de rendre la formule absolue. Et bien c'est ce que je vais faire. Donc ici, je vais glisser mon petit ABS et je vais forcément prendre mon chiffre global et je vais faire entrer. Et donc voilà, il est passé en positif. Alors très simplement, maintenant, je vais redimensionner ce petit visuel et puis je vais le placer à peu près au centre et je vais commencer à le personnaliser. La première chose, c'est peut-être d'augmenter un peu la taille de la catégorie ici. Donc on vient ici, visuel, étiquette de la catégorie et ici on a la possibilité donc de changer la couleur, de modifier la police et notamment la taille. On va aussi pouvoir mettre ce chiffre d'affaires en euros. On va tout simplement se placer directement sur la mesure. Et ici, vous avez la possibilité d'insérer une devise. Et nous, on va notamment utiliser l'euro. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va ranger cette mesure avant d'en calculer des autres. Parce que vous allez le voir, on va calculer donc, le chiffre d'affaires N-1. On va faire la variation. Mais avant tout ça, vous avez vu, notre mesure, elle se place ici dans une table. Alors nous, on va spécifiquement créer une table pour ranger toutes nos mesures. Pour faire ça très simple, on vient dans l'accueil, entrée des données. Ici, on va pouvoir appeler la table mesure. On va faire charger. Voilà, donc automatiquement, il nous a transféré dans Power Query. On peut revenir du coup sur Power BI. Ici, on va directement dans la vue modèle, là où on a fait toutes nos relations. Et vous avez normalement la colonne qui est ici, la colonne 1, avec du coup notre fameuse table mesure. Donc, ici, je viens prendre ma mesure chiffre d'affaires et je viens la glisser dans la table mesure. Je viens supprimer ma colonne 1 et automatiquement, vous allez voir, une table mesure s'est créée et on va pouvoir du coup ranger toutes nos mesures dedans. C'est une bonne pratique puisque ça permet de rester organisé et de stocker toutes nos mesures à l'intérieur. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on va calculer le chiffre d'affaires N-1. Très simplement, CTRL-C, CTRL-V, on va faire nouvelle mesure ici et on va faire CTRL-V. Donc chiffre d'affaires N-1. Et alors là, très simplement, on va insérer du coup un nouveau filtre. Donc je vais revenir dans ma formule et je vais insérer un filtre 2. Vous avez vu dans le pop-up, on avait notre premier filtre qui était donc de dire plan item label, tu me prends ça. Et maintenant, on va lui mettre un deuxième filtre qui est cette fois un filtre de time intelligence, c'est-à-dire qu'on va lui dire tu me prends la même chose mais l'année dernière. Pour faire ça très simplement, on utilise la fonction same period last year. Et on vient prendre notre calendrier date. Rappelez-vous, on l'avait synchronisé tout à l'heure. On fait attention aux parenthèses, on fait entrer, et normalement, le tour est joué. On va quand même tester cette formule, savoir ce qu'il nous a dit. Donc, on fait un CTRL-C, CTRL-V sur notre précédent affichage, et on vient ici switcher chiffre d'affaires N-1. Super, donc 136 088. On passe également cette mesure en euros. Tout simplement, on se met dessus. Ici, on vient mettre une devise. Maintenant qu'on a notre chiffre d'affaires N et notre chiffre d'affaires N-1, à la bonne heure, on va pouvoir faire une variation. Donc ici, tout simplement, on va recréer une nouvelle mesure. Et vous connaissez la variation. Donc ici, on va l'appeler var CA par exemple. Et on va tout simplement faire chiffre d'affaires N moins chiffre d'affaires N-1. Bien sûr, le tout entre parenthèses et sur la valeur initiale. On fait entrer. Ici, c'est donc pas des euros, mais bien un pourcentage. Donc, on vient cliquer ici sur afficher les valeurs du coup en pourcentage. Et puis, on va tester cette mesure. On enlève ici du coup le chiffre d'affaires N-1. On le remplace par le var CA.
Et donc, on a bien une dégradation de moins 0,75% de notre chiffre d'affaires versus l'année dernière. Bon, très bien. Maintenant, ce qui va être intéressant aussi, c'est de mettre de la couleur. Quand c'est positif, on met en vert. Quand c'est négatif, on met en rouge. Et bien, très simplement, on va venir ici dans l'aspect visuel, valeur de légende. Et ici, donc, on a la couleur au global. Et on a un petit FX ici qui nous permet de faire une mise en forme conditionnelle. On va cliquer dessus. On va ici sélectionner règles. Et très simplement, on va lui dire, eh bien, si c'est supérieur à 0 et inférieur au maximum, donc ça veut dire que là, on sera sur du positif, alors tu me mets vert. On va reprendre le vert de la couleur secondaire, par exemple. On va ici ajouter une nouvelle règle, puisqu'il faut combler quand c'est négatif. On va lui dire, quand c'est supérieur au minimum et inférieur à 0, alors tu me mets en rouge. On fait OK. Et là, donc, on laisse le temps d'exécution et vous allez voir ce qui va se passer. Normalement, ça devrait passer en rouge si on ne s'est pas trompé. Donc, maintenant que c'est réalisé, on va pouvoir continuer. Donc, admettons qu'on laisse effectivement notre variation de chiffre d'affaires à ce niveau. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre ici? Moi, j'ai pensé à placer, admettons, les coûts directs. Eh bien, très simplement, je vais retourner un peu dans mon modèle et de voir un peu ce qu'on a en table. Alors, Analytical Ledger, et on va regarder ce qu'on va pouvoir récupérer. Alors, admettons que cette fois, on utilise, par exemple, le plan item number. Plan item number, donc ici, on va pouvoir lui dire, par exemple, prends-moi tous les 601, admettons. Hein, normalement, les coûts directs, on a aussi, ça dépend du coup de notre industrie, forcément, notre activité, mais on peut avoir aussi les 600, les 606, les 607, etc. Donc, ici, moi, je vais prendre que les 601 pour simplifier. Admettons qu'on ait une activité, du coup, industrielle, et qu'on veuille faire par exemple le taux de marge brute. Alors, très simplement, on va donc ici faire nouvelle mesure. Est-ce que mon CTRL V est toujours actif? Non. Alors, on va toujours se servir de ce qu'on a construit ici. Ça nous évite à chaque fois de reprendre. Donc, on va reprendre notre chiffre d'affaires. Ici, comme d'habitude, CTRL C, nouvelle mesure, CTRL V, et ici, on va l'appeler coût direct. On va enlever du coup l'ABS pour pas fausser les résultats. On va toujours faire donc du coup débit moins crédit. En revanche ici, c'est le filtre qu'il va falloir modifier. Nous, on va pas utiliser le plan item label, mais on a dit le plan item number. Et on va lui dire, en fait, quand il est égal à 601. On fait entrer. On vient dupliquer une carte forcément pour le tester. On vient bien le placer au centre. On fait attention que ça soit du coup bien aligné. Et bien évidemment, on switch notre formule. Et donc, on a 52 cas de coût direct. Dans la même veine, on va les passer également en euros. Et maintenant, on va s'amuser peut-être à calculer un taux de marge. Allez, donc c'est parti. Vous le faites avec moi. Nouvelle mesure. On va l'appeler taux de marge. Et le taux de marge, c'est assez simple. Donc, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts directs. Tout ça, entre parenthèses, divisé par le chiffre d'affaires. Clac, entrée. Bien évidemment, on passe en pourcent. On vient faire CTRL-C, CTRL-V, clac, on passe à peu près au centre, et on vient tout simplement switcher avec notre taux de marge. Et donc on a 61% de taux de marge. C'est parfait, on passe du coup tout de suite à l'évolution du CA, qui est du coup notre graphe en bas. On n'oublie pas d'enregistrer son rapport, et pour le graphe CA, moi je vois bien quelque chose comme une petite courbe, voilà, sombre, avec une moyenne de chiffre d'affaires, tout ça visualisé par mois. Eh bien, très simplement, on va venir ici insérer un graphique. On va venir placer notre élément. On va venir glisser notre chiffre d'affaires. On va venir y positionner les mois en axe des X. Et on va voir du coup ce qu'il va nous proposer. Ok, donc déjà, on a une courbe qui a été créée. La première chose, c'est qu'en fait, c'est pas dans l'ordre. On a ici août, septembre, octobre et ensuite on finit sur juillet. Pour faire un tri, très simplement, on est sur notre visuel. On prend ici toutes les dates. On vient les mettre tout simplement dans l'infobulle. On vient sur les 3 petits points ici, trier par axe, trier par date le plus ancien. Et bien évidemment, on fait un tri croissant. On laisse le temps d'exécution et on regarde ce que ça donne. A few moments later. One eternity later. Ok, super. Là, on a plutôt un truc qui est quand même assez correct. Maintenant, on va personnaliser un peu ce visuel. Premièrement, on va enlever les axes qui ne servent pas à grand chose, le titre des axes, le titre également, qui ne sert pas à grand chose non plus.
Et puis on va le pimper un peu. Alors c'est parti, ici dans le visuel, on va désactiver le titre. Titre des X, titre des Y. On va augmenter un peu la taille de police. Ici, moi je vais la passer à 12. Axe des X, axe des Y également. On ne touche pas aux couleurs. Également, ce que j'aimerais faire, c'est de renforcer un peu la ligne. Ici, la ligne, je vais pouvoir lui mettre une épaisseur de 4. La couleur, je ne vais pas y toucher et je vais mettre des marqueurs. J'aime bien mettre des marqueurs. Comme ça permet vraiment d'avoir, voilà, avec la petite info bulle, de se positionner vraiment sur le moi. Je trouve ça un peu plus visuel. Et je vais le grossir légèrement. Du coup, comme j'ai grossi le trait, je grossis un peu le marqueur de base. Ok, là, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va enlever le titre. Donc ici, c'est pas dans objet visuel, mais dans général. On a ici la désactivation du titre possible. Écoutez, je pense qu'il est vraiment pas mal ce graphique. Comme je vous l'ai dit, on va peut-être ajouter une moyenne. Alors très simplement, pour ajouter une moyenne, on clique donc sur notre graphique et ici, vous avez ajout supplémentaire d'analyse. On va y se positionner ici, ligne moyenne, et on va ajouter une ligne. Alors, cette ligne, eh bien, on va lui donner un nom. On va l'appeler tout simplement moyenne. On va donc personnaliser la série. La ligne, on va pouvoir lui mettre une couleur. Alors moi, je vais mettre une couleur bien flashy. La transparence, on va pouvoir gérer. Le tiret, moi, je vais mettre un tiret uni. Et la position, est-ce qu'on le met devant ou derrière? Moi, je vais plutôt le mettre derrière. Ensuite, au niveau de l'étiquette de données, eh bien, très intéressant puisqu'on va pouvoir rajouter justement la moyenne de cette ligne. On va pouvoir la positionner. Moi, je préfère la positionner à droite puisqu'effectivement, on a une lecture de gauche à droite. Et je me dis, bah, tu vois, on finit finalement par notre indicateur. On va pouvoir modifier l'unité d'affichage. Par exemple, on va le mettre en K euros et on va pouvoir lui mettre 0 décimal. C'est une moyenne, pas besoin d'être précis. Alors, et vous avez vu, le chiffre, il est tout petit là. Eh bien, moi, j'ai remarqué que Power BI, ils n'avaient pas inclus ici la modification de cette valeur. J'ai cherché partout et en fait, j'ai compris qu'en fait, cette valeur, la taille de police est déterminée par l'affichage standard. Donc, je vous invite tout simplement à retourner dans Afficher et dans personnaliser le thème actif. Et là, vous vous dites, ah mais oui, c'est hyper important finalement de le faire. Et c'est pas n'importe quoi. Et donc ici, quand vous allez augmenter la police générale, vous allez voir, je vais faire appliquer, automatiquement, la police a grossi. Encore une fois, faites attention de bien paramétrer votre thème en amont, puisqu'effectivement, ça va du coup vous aider dans la construction des visuels. Eh bien, le graphique est terminé. On a terminé notre maquette Penny Lane directement connectée sur les bases. Alors vous avez vu, je réinsiste encore dessus, mais ici vous êtes en direct query, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'importation de données. L'avantage, finalement, le fichier Power BI en lui-même est plus léger. Par contre, vous avez vu, le temps d'exécution est plus long. Si jamais vous voulez passer en importé, parce que sachez que vous ne pouvez pas tout faire. Typiquement, si vous allez dans Power Query et que vous faites débit moins crédit, vous allez pouvoir le faire, mais quand vous allez passer le format de la colonne solde en nombre, vous allez être bloqué. Donc pour éviter ce blocage, il va falloir mettre les données en importation. Pour faire ça, très simplement, vous allez dans la vue modèle, vous faites ici, vous cliquez tout simplement sur la table que vous voulez passer en importé, et le mode de stockage ici, vous le passez tout simplement en importé. Vous avez donc maintenant terminé votre maquette Power BI ou votre rapport pour votre client. Il est temps de le partager. Très simplement, vous allez ici dans Accueil et vous avez Publier. Vous cliquez dessus et en gros l'idée, premièrement, c'est d'enregistrer son rapport. Mais l'idée, c'est d'envoyer ce rapport du coup dans les services Microsoft Online et ça va vous permettre de le partager avec d'autres personnes. Ici, moi, je vais utiliser par exemple mon environnement de test et je vais du coup pousser là-dedans. On parlera des environnements juste après. Je fais ouvrir la template et je vais vous montrer du coup ce qui va se passer. Alors bien évidemment, la publication n'est possible qu'aux personnes avec un minima un compte gratuit Power BI. Donc si vous n'avez pas de compte gratuit, je vous invite à le faire. Et on parlera justement du compte payant, ce qui va nous permettre de faire. On le laisse s'actualiser tranquillement. Voilà, donc c'est parfait. Il s'est bien actualisé. Donc là, vous êtes vraiment sur Microsoft Online. Vous allez pouvoir cliquer donc du coup sur les petites flèches, etc. Naviguer dans l'application. Vous allez faire vraiment ce que vous voulez. Normalement, vous avez, quand vous l'avez fait, si vous le faites en même temps que moi, vous avez un message d'erreur qui vous dit « L'actualisation n'a pas pu se faire parce qu'en fait, vous n'avez pas authentifié votre connexion. » Il suffit en fait tout simplement de se rendre en fait dans l'espace de travail où vous avez déposé votre rapport Power BI. Alors vous avez vu, en fait, je vous dis ça parce que moi, je l'ai fait tout à l'heure avec un test et du coup, j'ai pas eu ce message d'erreur parce qu'en fait, j'ai fait la manipulation, je vais vous montrer. Donc normalement, pour tester l'actualisation, vous cliquez tout simplement ici sur votre jeu de données.
En fait, vous avez vu, quand on a poussé le rapport qui s'appelle Template Penny Lane, deux choses se sont passées. La création du tableau de bord, qui est ici, avec le logo bleu, et la création d'un jeu de données. Alors, ce jeu de données, il va falloir l'actualiser. Pour l'actualiser, vous cliquez sur « Actualiser maintenant » et ici, vous avez vu, ça tourne. Si jamais vous avez un panneau d'erreur, avec un petit panneau « Attention » au rouge-orange, justement, je vais vous montrer ce qu'il va falloir faire. Donc, on le laisse tester, déjà. Moi, normalement, tout est OK. Donc voilà, vous avez vu, l'actualisation se passe bien. Normalement, chez vous, l'actualisation se passe pas bien. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, vous allez ici dans les trois petits points, vous faites « Paramètres ». Et ici, vous avez information d'identification de la source de données. Normalement, vous avez un petit message d'erreur. Cliquez sur modifier les informations de connexion, et vous avez donc nom d'utilisateur, mot de passe, et vous mettez du coup le paramètre en niveau organisationnel. Tout simplement, c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe que l'on a récupéré, rappelez-vous, dans l'interface Penny Lane. Ici, donc moi, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà fait. Et ensuite, si vous étiez donc, mettons, en mode importé, vous pouvez faire des actualisations planifiées. Ici, donc, vous faites activer tous les jours, par exemple, et vous ajoutez une horaire. Admettons que vous arrivez au boulot le matin à peu près vers 9 h. On va faire une actualisation à 9 h. Et admettons que vous faisiez donc une actualisation juste avant de partir le soir. Eh bien, on va se mettre 17 h 30, par exemple. Et donc ici, on va appliquer. Et donc, automatiquement, on a une planification d'actualisation. C'est-à-dire que voilà, tous les jours, à 9 h et 17 h 30, on va avoir cette fameuse actualisation. Une fois que vous avez programmé cette actualisation, on va revenir donc dans notre environnement. Alors, je ne vous ai pas effectivement parlé des environnements. Les environnements, c'est tout simplement des espaces de travail. Ici, quand vous cliquez sur espace de travail, vous avez possibilité ici de créer un espace de travail. On pourrait très bien imaginer un espace de travail par client. Ici, moi, j'ai posé du coup ma template, pas dans cet espace de travail, mais dans l'environnement de test. Et donc, l'idée, c'est de le partager. Alors, je retourne sur mon dashboard. Et ici, vous avez donc l'option partager. On clique dessus tout simplement. Et ici, il ne reste plus qu'à rentrer l'adresse email de votre client pour lui envoyer le rapport et qu'il puisse se connecter ensuite. Bien évidemment, il y a une condition, c'est que vous ayez une licence pro en tant que producteur et que le client ait aussi une licence pro car il va devoir du coup consulter le rapport et c'est la condition de Power BI. Donc les deux licences pro à l'heure actuelle, on est du coup on est le 26 janvier à l'heure où je tourne la vidéo. La licence coûte 8,40 € hors taxe par utilisateur. Voilà, je pense que vous savez tout du coup sur les licences. Si jamais vous devez affecter une licence pour un utilisateur ou un client, si vous voulez gérer en tout cas sa licence, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Affecter une licence, attribuer une licence ». N'hésitez pas à la regarder. Et donc, précision également aussi, vous avez aussi ce rapport qui est accessible depuis le mobile. N'hésitez pas à télécharger l'application mobile. Vous avez accès à cette application facilement. Voilà, vous savez donc désormais créer un rapport Power BI de A à Z et le partager avec un client avec une connexion directe sur Penny Lane. Bien évidemment, comme je te l'ai dit, la maquette est disponible sur notre site web formationpowerbi.fr. Le lien est dans la description, n'hésite pas à t'inscrire et le téléchargement est gratuit. Et puis bien évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à exploser le bouton des likes, à me laisser un commentaire pour savoir ce que tu en as pensé. Et puis on se dit à la prochaine sur la chaîne. Ciao!